Donc, rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce second webinaire qui sera vraiment centré sur la présentation de ma démarche FSE et du dossier de demande de candidature. Donc, tout d'abord, si vous avez des questions d'ordre technique et tout souci technique, vous pouvez les partager dans le chat. Et si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre. Donc, on vous invite vraiment à les poser dans le module Q&R et on répondra à chacune des parties. Voilà. Rapidement, on va faire une introduction pour si jamais vous n'étiez pas présent au premier webinaire sur le FSE+. Ensuite, ça sera mon collègue Michael Barr qui présentera à nouveau rapidement les objectifs de l'appel à projet. Et ensuite, on rentrera plus en détail, ma collègue Émile Lenormand et moi-même, sur le dossier de demande, ma démarche FSE, son plan de financement, et ensuite répondre à nouveau à vos questions si vous en avez. Donc, pour une présentation générale du Fonds social européen plus, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le FSE entre dans ce qu'on appelle les fonds européens structurels d'investissement, qui sont au nombre de 5 et qui ont été lancés par la Commission européenne. Donc on a aussi le FEDER, le Fonds de développement régional, le FEADER qui touche aux questions agricoles, le FEAMPA sur les questions maritimes et de la pêche, ainsi que le Fonds de transition juste, qui est lui spécifique à certaines régions. Ces 5 fonds visent à réduire les écarts de développement entre chacune des régions des États membres de l'Union européenne, et ça s'inscrit dans la stratégie globale de l'Union pour avoir une politique plus intelligente, une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens. Le FSE+, quant à lui, soutient vraiment 3 priorités. Donc on a tout d'abord l'accès à l'emploi, dans laquelle on s'inscrit également via ces appels à projets, les questions d'éducation, de formation et d'apprentissage, ainsi que l'inclusion sociale. Et justement, en parlant des objectifs de l'Europe, donc sociale d'ici, la fin de la décennie. Donc l'objectif au sein de l'Union européenne, c'est d'avoir un taux d'emploi à 78, que au moins 60 des adultes ont suivi une action de formation donc chaque année, réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées d'exclusion, en Europe, dont 5 millions d'enfants, et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 d'ici 2030, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On a fait assez court sur cette présentation du FSE, donc si jamais vous voulez plus de détails, on a nous sur le site de la l'AVIS, le guide pratique «Comment fonctionne le Fonds social européen plus». Vous pourrez vraiment trouver toutes les ressources et le détail à ce sujet-là. Et là, je cède la parole à mon collègue, Mickaël, qui va rappeler les objectifs de l'appel à projet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce second webinaire. Donc, si vous avez manqué le premier webinaire, je vous invite à aller sur le site de la l'AVIS ou sur le compte YouTube. Vous aurez accès donc à ce premier webinaire qui était vraiment dédié à la présentation de cet appel à projet. Ici, je vais juste faire un récap très rapide de l'appel à projet, de sa philosophie. Donc, voilà, pour aller plus loin, n'hésitez pas à reconsulter le premier webinaire si vous n'y étiez pas. Donc, pour rappel, cet appel à projet vise à concevoir et ou mettre en œuvre des programmes nationaux d'accompagnement sur les questions de changement d'échelle. Donc, on est sur un appel à projet qui vise à financer des accompagnateurs, des programmes, des opérateurs de programmes d'accompagnement et uniquement sur le stade de changement d'échelle. Donc, pour savoir ce qu'on entend de l'autre côté sur la question du changement d'échelle, on a un guide sur les différentes stratégies de changement d'échelle que vous pouvez consulter. Il y a le lien dans l'appel à projet. Voilà, je vous invite à consulter pour voir ce qu'on entend par la définition de changement d'échelle. Et l'autre particularité, c'est qu'on propose ici de soutenir des programmes d'accompagnement thématiques qui répondent à un besoin social spécifique, tout en contribuant à la transition juste. Donc, on est sur une approche, alors on dit thématique, domaine d'activité sectoriel. En tout cas, l'idée, voilà, c'est pas ce qu'on entend par là, c'est pas des publics cibles, c'est plutôt des secteurs, sous-secteurs d'activité, filières, domaines qui sont visés à travers le programme d'accompagnement pour créer une promotion de projets accompagnés au niveau national qui fait sens, voilà, sur lequel les lauréats auraient des choses à se dire, à échanger et sur lequel vous avez un- quelque chose à apporter de spécifique. Donc, en termes d'actions attendues, on l'a dit, on est sur des actions de conception, de structuration, mais aussi d'ingénierie et d'expérimentation du programme en tant que tel. On est sur les actions de déploiement du programme. On est aussi sur les actions de capitalisation, sur l'ingénierie que vous avez développée. Bien sûr, ça, c'est des choses qui nous intéressent au niveau de la vise, aussi bien sur l'ingénierie du changement d'échelle, et nous-mêmes on œuvre sur la capitalisation et partage des bonnes pratiques en la matière, mais voilà, c'est aussi éligible les actions de capitalisation par rapport justement à ce domaine d'activité, ce secteur sur lequel vous avez développé peut-être des savoirs et des capacités spécifiques qui peuvent intéresser tout le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Sur les critères d'éligibilité, sont concernées les entreprises de l'ESS, aussi bien pour répondre, pour porter ces programmes nationaux d'accompagnement, qu'en termes de cibles, hein. Les cibles à accompagner doivent être des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc pour ça, on se base sur l'article 1 de la loi OSS 2014, hein. Quand on dit entreprise, c'est les différents statuts que vous voyez ici à l'écran. Et sur les questions d'éligibilité, on est sur un appel à projet. Enfin, la durée temporelle des actions est comprise entre 12 et 48 mois, sachant que la date de démarrage peut être, c'est pas du tout une obligation, mais peut-être à partir du 1er janvier 2025. Et donc, voilà, sur la durée initiale du projet, entre 12 et 36 mois. Donc peut-être pour préciser, donc 36 mois, tu me corriges Anthony, mais 36 mois maximum, sachant que voilà, ça peut être pris entre les 12 et 48 mois 12 et 48 mois par rapport à la date. Mais la durée maximale du projet est bien de 36 mois. C'est ça, au moment de votre dépôt de demande, la durée maximale ne devra pas dépasser ces 36 mois. Et c'est donc, si vous êtes lauréat de cet appel à projet, vous pourrez par la suite demander une prolongation à 48 mois via un avenant. Sur le scope géographique, on est sur une dimension nationale. Donc là, ici, on parle de programmes nationaux d'accompagnement. Donc l'idée, c'est que ce soit ouvert au-delà d'un seul territoire au sens de région administrative, donc minimum 2 territoires et si possible, bien sûr, national. Donc voilà, si votre programme d'accompagnement concerne un territoire spécifiquement, il n'est pas ouvert aux autres territoires, il ne sera pas éligible. Et l'idée, c'est que bah, du coup, puisque l'idée, c'est d'avoir un programme national, enfin, à vocation nationale et donc ouvert à tous, c'est qu'il soit porté par une entreprise en capacité de porter ce programme d'accompagnement de caractère national. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit une structure peut-être de réseau groupe national en capacité de porter des actions donc au-delà de 2 régions minimum. Sur la partie financière, on est sur un cofinancement à 50% pour cet appel à projet avec un seuil plancher de FSE de 200 000 euros. Donc voilà, 50%, 200 000 euros, ce qui veut dire que le minimum du coût total du projet éligible est de 400 000 euros, sachant que l'enveloppe totale pour l'appel à projet est plafonnée à 3 millions d'euros. Et comme je le disais, voilà, c'est un petit récap rapide sur l'appel à projet, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revisionner ou visionner le premier webinaire. On a pu aller un peu plus dans le détail et répondre surtout à pas mal de questions-réponses. Donc, je suis encore là s'il y a quelques questions de clarification, mais l'idée de ce webinaire, c'est plutôt de rentrer dans le technique sur l'aspect FSE et à dispo si vous avez des questions. Pour rentrer sur l'aspect, on va dire, technique et rédactionnel du dossier de demande sur ma démarche FSE, donc on va rapidement voir comment recréer ou actualiser son compte sur la plateforme, et ensuite toute la partie donc, rédactionnelle de votre projet que vous allez devoir renseigner. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme, pour se connecter sur ma démarche FSE, vous allez devoir passer par ce lien qui est disponible ici et aussi sur le site fse.gouv.fr, donc via la plateforme qui s'appelle EFP Connect. Une fois que cela est fait, vous allez donc arriver sur ma démarche FSE+. La première des choses à faire, c'est donc à nouveau de compléter ou de mettre à jour sa fiche établissement, sur laquelle vous allez devoir renseigner toutes vos informations générales de votre structure, son statut juridique, son numéro de SIRET, etc., ainsi que son représentant légal, et vous allez aussi devoir déclarer toutes les aides publiques que vous avez perçues lors des 3 dernières années. Une fois que toutes ces informations, on va dire, administratives sont remplies, vous pourrez donc accéder à vos opérations pour pouvoir créer une ou plusieurs demandes de subvention. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver donc sur la première partie où vous allez devoir renseigner à la fois le programme, donc nous on s'inscrit bien sur le programme national FSE+, et aussi sur son volet dit national. Une fois ceci fait, vous allez remplir donc l'appel à projet en cours, le dispositif donc 4.1.2 sur lequel on émarge, et vous allez ensuite renseigner votre titre, votre intitulé de projet, sa date de démarrage et de fin, et son périmètre géographique. Donc, nous, la vis, les appels à projets qu'on sort sont sur le volet de la France entière. Une fois que c'est fait, vous allez enfin pouvoir commencer votre demande. Donc, elle se présente ainsi, et donc avec différentes parties. La partie projet, plan de financement et validation.
Et donc sur la partie projet, vous allez devoir à la fois renseigner votre contenu, toutes les questions de viabilité financière, donc les personnes que vous avez mobilisées dans le cadre de votre projet, et les ressources publiques vont être directement rapatriées de votre fiche établissement. Si on commence par les premières questions, donc, tout d'abord, on a une question sur le contexte dans lequel s'inscrit votre projet. Donc, à chaque fois, on va vous demander d'être assez exhaustif pour, apporter le plus de billes à votre dossier, ce qui peut n'être que bénéfique. Donc dans cette partie contexte, ce qui est demandé, c'est de faire donc un diagnostic de la situation, du besoin social qui est peu ou mal couvert actuellement, d'identifier les différents enjeux et problématiques auxquels vous, votre structure et votre projet, allez apporter une réponse. Donc pour cela, oui, vous allez déjà pouvoir présenter les différentes problématiques, en matière d'accompagnement actuel des structures de l'ESS sur le territoire ou le secteur visé. Et pour cela, on vous demande d'illustrer, avec, donc des exemples, des chiffres clés ou tout élément qui vous semble pertinent. Ensuite, donc, vous allez aussi devoir présenter les finalités, les résultats que vous attendez de votre projet, donc sa pertinence par rapport au diagnostic, au contexte dans lequel il s'inscrit, ainsi que vos objectifs qui sont poursuivis. Nous, ce qu'on entend par le FSE, c'est, à la fois des résultats qualitatifs sur ces questions d'impact, auprès des bénéficiaires directs et indirects de votre programme national d'accompagnement, ainsi que des objectifs quantitatifs en termes de nombre d'outils, de livrables créés ou d'entreprises, de l'ESS qui seront accompagnées dans le cadre du projet. De manière transversale, votre projet doit aussi répondre à une finalité en termes d'emploi et d'insertion professionnelle. Ensuite, vous allez aussi à nouveau, devoir remplir vraiment le contenu de votre projet, donc du programme national d'accompagnement créé ou diffusé, via une description synthétique des actions que vous allez mener. Ce qu'on vous demande aussi, c'est à nouveau si vous avez des partenariats, de les mettre en valeur, et vos différents bénéficiaires, ainsi que remplir, toutes les actions qui vont être menées pour créer et diffuser ce programme avec, les différents livrables, outils ou référentiels que vous allez, mobiliser ou créer dans le cadre du projet. Et les différentes instances, événements, enfin tout ce qui, vous semble pertinent, et ce que vous allez ensuite mener, en 2025, 26, 27 ou plus dans le cadre de votre projet. Ça me fait aussi venir sur le fait du calendrier où vous allez devoir expliquer, par trimestre ou par semestre comment vous allez, mener à bien vos actions et dérouler votre projet pour qu'il atteigne ses objectifs à la fin de celui-ci. Aussi, si votre projet a déjà démarré au 1er janvier 2025 ou ces derniers mois, vous pouvez déjà, mettre en avant ce que vous avez, réalisé et les actions que vous avez menées. Ensuite, en termes de FSE, il est donc, demandé de mettre en avant, les principes horizontaux parce que nous sommes donc obligés de respecter ces 3 principes de la Commission européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes, l'absence de discrimination et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc ce qui est demandé, c'est comment, vous, votre structure, par son objet ou par les actions menées dans le cadre du projet, vous allez pouvoir, répondre et montrer le bon respect sur chacun des 3 principes. Donc on a mis quelques exemples, concrets, parce que vous allez devoir les illustrer et joindre des justificatifs liés à ça. Donc, sur des actions de sensibilisation, des ateliers sur les questions d'égalité ou d'absence de discrimination, ainsi que donc par exemple, on a mis, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans vos locaux. Je viens aussi sur la question des participants. Donc, cet appel à projet n'est pas ouvert aux participants dans le sens du FSE. Donc, on vous demandera bien de cocher non à cette question. Donc, une fois que cette partie, on va dire un peu plus projet, est complétée, on rentre donc dans la partie de la viabilité financière. Et vous allez donc devoir démontrer, les moyens que vous allez mettre en place en termes humains et comment vous pouvez assurer, on va dire, le bon suivi, d'un projet FSE+. Donc pour cela, vous allez déjà devoir noter si vous disposez d'une comptabilité analytique ou non. Si vous en disposez déjà d'une, n'hésitez pas à joindre un extrait de votre comptabilité ou les différents codes que vous utilisez dans le cadre de ce projet. Donc l'objectif, c'est vraiment de distinguer les dépenses et ressources, de ce projet dans le cadre de votre comptabilité générale. Ensuite, on rentre sur la question des moyens humains qui sont affectés au suivi administratif du projet. Donc c'est toutes les personnes qui vont, collecter les justificatifs, remplir, la demande de subvention ou bien les bilans d'exécution FSE. On met aussi un warning pour dire que ces temps ne sont pas éligibles en dépenses directes dans le plan de financement, puisqu'elles font partie du ce qu'on appelle le forfait de 40%. Ma collègue reviendra peut-être un petit peu plus dessus tout à l'heure. Et donc là, dans cette partie, vous allez donc devoir mettre tout ce qui est, responsable administratif ou comptable, tout le service qui est vraiment dédié à cette collecte des justificatifs et au bon suivi du projet. Donc là, on rentre aussi sur les moyens qui sont, eux, affectés à la mise en œuvre du programme d'accompagnement, et de sa diffusion. Donc là, vous allez devoir préciser, qui sont les salariés qui sont affectés, leur taux d'affectation sur le projet et leurs différentes, réalisations,
ad nominem, enfin par personne. Donc, si votre projet dure 2 ou 3 ans, on va vous demander aussi de détailler, les actions menées par salarié chaque année. On n'oublie pas aussi que sur cet appel à projet, seules les personnes affectées à plus de 50 de leur temps de travail et à des temps qui sont mensuellement fixes sont éligibles. Donc on n'accepte pas, ce qu'on dit des petits temps, donc en dessous de 50. Donc c'est aussi important à garder ça en tête et on vous demande aussi de lister les différentes catégories de dépenses qui seront nécessaires au global, pour votre projet. Donc, ces coûts salariaux et ainsi que les coûts de fonctionnement et si vous avez, imaginé ça aussi, des coûts de prestation ou de location de matériel. Donc, maintenant, on va faire un rapide focus sur les pièces, justificatives. Donc, dans le cadre du FSE, il vous sera demandé, quel, justificatif de réalisation vous allez apporter pour, démontrer que votre projet est bien mis en œuvre et atteint ses objectifs. Donc, là, on a mis quelques exemples. Donc, on a par exemple les feuilles d'émargement, tout ce qui est extraction de listes, de participants si vous faites des visioconférences ou des ateliers. Les différents donc, guides, outils, livrables comme on a déjà cité, PowerPoint ou bien, par exemple des échanges de mails qui sont structurants dans le cadre de votre projet quand vous lancez un appel à projet ou à manifestation d'intérêt dans le cadre, du programme national d'accompagnement. Voilà. On met aussi, donc d'ores et déjà, surtout pour les projets qui ont commencé au 1er janvier 2025, de bien archiver ces justificatifs donc tout au long de votre projet pour éviter ce temps, de collecte au moment des bilans d'exécution et aussi parce que le manque de justificatif pourra donner lieu à un rejet de la dépense et donc du FSE qui sera versé. Vous pouvez dès à présent joindre des justificatifs si vous en avez, dans le cadre de votre projet pour montrer ce que vous mettez déjà en place. Donc ensuite sur la question, des entités et la question des indicateurs, donc, dans le cadre des projets FSE+, chaque porteur de projet a l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle des modalités de collecte des indicateurs entités. Donc là, les indicateurs qui seront à collecter sont les suivants. Donc le nombre de micro, petites et moyennes entreprises qui vont bénéficier d'un soutien dans le cadre de votre programme national d'accompagnement. Et aussi, enfin, et ou, parce que les deux peuvent se compléter, le nombre de structures qui bénéficient d'un appui de la tête de réseau. C'est pour donner lieu à un résultat qui est quantifiable et ça permet de collecter des données qui seront ensuite envoyées à la Commission européenne. Et enfin, donc, dans la dernière question, la partie, on va dire, un peu plus rédactionnelle de votre demande de subvention, on a le focus sur la publicité européenne et le bon respect de ses obligations. Donc, dans le cadre de la programmation actuelle des fonds européens, la seule obligation de publicité est d'afficher donc ce drapeau de l'Union européenne avec la mention à droite, cofinancé par l'Union européenne. Et donc, si jamais vous êtes retenu et lauréat de cet appel à projet, vous aurez l'obligation d'afficher cette bonne publicité sur l'ensemble des livrables et des supports de communication qui sont produits dans le cadre du projet. Donc, tous ces justificatifs de réalisation, ainsi que la signature de mail des salariés qui sont affectés à la mise en œuvre du projet. Votre site internet avec une description du projet si vous avez un site internet. Pareil pour les réseaux sociaux. Et enfin, vous devrez apposer dans vos locaux une affiche A3 qui est visible du public. Voilà. À nouveau, dans le cadre de cette programmation, il y a aussi une question de réfaction. Si jamais les obligations de publicité ne sont pas respectées, qui peut aller jusqu'à 3% de votre subvention FSE+. Et ensuite, on va rentrer dans la partie plutôt plan de financement. Donc, je cède la parole à ma collègue Éline Normand. Oui, merci Anthony. Donc je vais revenir vers vous donc, du coup sur le deuxième gros bloc d'une demande de subvention donc, qui est le plan de financement et du coup je vais notamment vous expliquer un peu ce qu'est un profil de financement, comment remplir votre plan de financement et déclarer vos ressources. D'abord dans votre demande de subvention, donc juste en dessous contenu et finalité de votre projet, donc qu'Anthony vient de parcourir, vous allez avoir plan de financement qui se compose de plusieurs catégories. Donc il y a structuration, dépenses directes de personnel, dépenses prévisionnelles, ressources prévisionnelles, synthèse. Donc en réalité, il n'y a que certaines catégories que vous allez devoir remplir ici. Savoir aussi également que les dépenses prévisionnelles déclarées, elles doivent être directement liées et nécessaires à l'opération cofinancée. Donc ici, vous allez devoir valoriser que les dépenses qui sont en lien avec votre projet et que seul le profil de financement prévu dans l'appel à projet peut être sélectionné. Donc là, vous allez avoir qu'un seul profil de financement. Donc pour la partie structuration, donc là c'est comme je viens de le dire, donc c'est sur le taux forfaitaire prévu par l'appel à projet. Donc il s'agit de celui de 40% des dépenses de personnel au réel pour calculer les coûts restants. Donc en fait ça veut dire concrètement que vous allez devoir déclarer que vos dépenses de personnel au réel.
et qu'ensuite l'ensemble des autres dépenses prévues et engendrées par votre projet seront couvertes par le forfait. Donc là, en fait, quand vous allez dans structuration, vous allez pouvoir avoir le choix que d'un seul profil. Donc vous allez l'ajouter et pour la partie structuration, ce sera bon. Et pour compléter, vous pourrez ouvrir ce plan de financement uniquement si vous avez déjà renseigné Oui. les parties rédactionnelles de votre projet. Oui, effectivement, parce que on a souvent le problème où on a des porteurs de projets qui nous contactent, car cette partie ne peut pas être remplie, puisqu'en fait le contenu du projet n'a pas été rempli précédemment. Donc on vous invite à le faire un peu dans l'ordre pour éviter un maximum d'incidents techniques. Donc pour les profils de financement prévus dans l'appel à projet, donc comme je vous le disais juste avant, en fait, du coup, c'est un plan de financement au réel où vous allez devoir, du coup, valoriser juste les dépenses directes de personnel, euh, à la fois supportées par votre structure et dépenses de tiers, donc par la mise à disposition. Et donc, en fait, sur ces dépenses directes de personnel, va être appliqué 40% pour supporter tous les autres types de dépenses. Donc, les dépenses de fonctionnement, donc ça va être locaux, etc. et prestations externes. Donc, si vous faites intervenir euh, des prestataires dans le cadre de votre projet, ainsi que les dépenses indirectes. Donc, les dépenses indirectes, ça va être un peu tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas directement justifiable. Et ensuite, tout ça, ça va composer le coût total éligible. Euh, et sur ce coût total éligible, le montant maximum pris en charge par le FSE est de 40%. Et du coup, le reste doit être couvert par soit de l'autofinancement, soit d'autres financements publics, privés ou recettes. Et donc là, du coup, c'est juste un petit graphe hein, pour revenir un peu sur la différence entre les dépenses du projet et les dépenses totales de la structure. Puisque dans le cadre de votre projet FSE, nous, on va vous demander vraiment de, euh, de, de valoriser juste les dépenses du projet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dépenses directes de personnel, donc, qui est le seul poste de dépenses directes à déclarer. Donc, ça va être le salaire brut chargé des personnels spécifiquement mobilisés pour la mise en œuvre du projet, donc la mise en œuvre opérationnelle, comme a précisé Anthony juste avant. Donc, cela peut inclure les rémunérations des personnels internes à la structure ou les personnels externes, donc les mises à disposition. Donc, si la rémunération est supportée par la structure porteuse de projet. Et donc, la base salariale chargée, ça va être les salaires bruts annuels, les charges patronales annuelles et les traitements accessoires. Pour cela, vous allez devoir les justifier en fournissant les bulletins de paie mensuels, le contrat de travail, la fiche de poste, la convention collective. Donc, ça va être dans le cadre des... savoir si certaines primes sont éligibles et l'accord d'entreprise. Pour le taux d'affectation, vous allez devoir déclarer donc, le temps passé sur le projet et le temps total travaillé dans la structure. Du coup, ça va vous donner un pourcentage d'affectation. Sachant que du coup, dans cet appel à projet, on n'accepte qu'au-delà de 50%. Et du coup, pour cela, pour justifier ces temps, il faudra fournir une lettre de mission individuelle. Donc, on a des modèles disponibles, un contrat de travail ou une fiche de poste. Pour remplir ces données directement dans votre demande de subvention, donc vous allez dans votre plan de financement et en fait vous allez avoir plusieurs onglets, donc un par année, où vous allez du coup indiquer le nom du salarié, la fonction et entrer la base, la base salariale, ainsi que l'activité liée à l'opération et l'activité totale, ce qui va vous donner un pourcentage. Si le projet donc, est sur plusieurs années, il y a un tableau par année qui doit être renseigné puisqu'il est possible en fait, de faire varier le taux d'affectation selon les années du projet. Et ensuite, comme vous le voyez, en bout de ligne, vous allez pouvoir renseigner les pièces jointes. Donc ici, vous allez pouvoir mettre toutes les pièces jointes nécessaires, donc convention collective, bulletin de salaire, lettre de mission, etc.
Pour les salariés mis à disposition à titre onéreux, donc il y a certains justificatifs un peu spécifiques à charger. Donc ça va être la convention de mise à disposition tripartite, les justificatifs de suivi de temps du salarié mis à disposition, donc l'aide de mission, fiche de poste et ou contrat de travail s'il est affecté à 100%, les bulletins de paie mensuels du salarié mis à disposition donc, afin de justifier la base salariale chargée, les factures émises par la structure prêteuse, et les justificatifs d'acquittement des factures, donc relevé bancaire ou attestation du commissaire aux comptes. Sachant que les factures relatives à la mise à disposition du salarié, elles doivent être acquittées au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l'opération. Donc les factures, elles doivent être émises en cours de projet. Pour cet appel à projet, donc on a fait le choix de rendre éligibles que les temps fixes et donc d'écarter les fiches temps. Donc, ce sera à la fois plus simple pour vous et pour nous afin de faire le contrôle ensuite de ces temps. Donc, en fait, seules les personnes affectées à 100% sur le projet ou à un taux mensuellement fixe de minimum 50%, donc ça peut être entre ces deux taux, sont éligibles et elles doivent être affectées au projet de manière opérationnelle. Donc, tout ce qui est temps dit de fonction support ne sont pas éligibles. Et donc, au dépôt de la demande, vous allez devoir joindre un minima le contrat de travail ou la fiche de poste, ainsi qu'une lettre de mission pour tous les salariés valorisés pour qu'on justement contrôle si les missions sont bien opérationnelles. Enfin, si le projet il a déjà démarré, vous devez également transmettre des justificatifs de réalisation ou des modèles de publicité FSE+. Et donc ça se fera en instruction. Pour le tableau de dépenses directes des personnels, donc, en fait, une fois que vous allez remplir vos temps et les salaires, les bases salariales des dépenses de personnel, vous allez avoir un tableau qui s'appelle ressources prévisionnelles, où là, vous allez devoir mettre un peu toutes les ressources qui vont venir en contrepartie de la subvention FSE+. Donc, puisque je le répète, le FSE+, prend en charge jusqu'à 40% de votre coût total éligible. Donc, ça veut dire que le reste doit être couvert par d'autres ressources. Donc, pour déclarer ces ressources, vous allez avoir un bouton Ajouter une ressource. Sachant que les subventions, elles peuvent être affectées intégralement ou partiellement. Donc, quand on dit affectation intégrale, c'est que le périmètre physique et temporel est identique. Donc, c'est que la convention que vous avez signée avec votre financeur est exactement sur le même périmètre que celle que vous comptez signer avec le FSE+. Si c'est partiel, ça veut dire que le périmètre diffère, que ce soit plein de raisons, ça peut être RH, ça peut être sur géographiquement, ou temporellement, etc. Donc dans ce cas, on dit que c'est une affectation partielle. Et du coup, il est nécessaire de justifier cette affectation partielle par une attestation de cofinancement ou une lettre d'intention signée du cofinanceur. Enfin, le montant FSE+ sollicité doit être saisi manuellement dans le tableau de ressources prévisionnelles. Il n'est pas calculé automatiquement. Et donc, on vous invite vraiment aussi à bien faire attention, donc à créer une nouvelle ligne de ressources, à sélectionner la catégorie fonds européens et à renseigner FSE+. Et ensuite à indiquer le montant FSE+ sollicité pour chaque année couverte par votre projet. Pour les pièces jointes, donc en fait, qui est dans votre demande de subvention, vous allez avoir une partie validation à la fin où vous allez avoir tout un tas de pièces jointes. Donc, il y en aura certaines des obligatoires, notamment pour que nous, on puisse procéder à la recevabilité administrative de votre opération. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est le RIB, le document attestant la capacité de représentant légal, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir, vous avez la main pour ajouter tout un tas de lignes. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir mettre des justificatifs de publicité, les bulletins de salaire, contrat de travail, fiche temps, attestation de cofinanceur, etc. Ensuite, je vous invite vraiment à bien faire attention que les coordonnées renseignées sont valides pour le processus d'authentification de signature électronique, puisqu'en fait, quand vous allez devoir valider et déposer votre demande, un SMS sera envoyé au signataire, donc
Donc, bien faire attention, surtout si vous déposez votre demande un peu limite avant l'heure max. Donc, juste vérifiez bien que le nom et prénom du signataire soit le même que le justificatif attestant de la capacité du représentant légal ou celui qui est le délégataire. Puisque en cas d'erreur, le renouvellement de la procédure est possible qu'après 14 jours. Sachant que du coup, je vais faire aussi un petit point d'alerte sur ça. Donc, les demandes de subvention doivent être signées et déposées avant le 19 mai 2025 à 23h59. S'il vous plaît, on vous demande d'anticiper cette date et cette heure. À chaque appel à projet, on a malheureusement des projets qui sont de facto inéligibles puisque déposés après cette date. On n'est pas à l'abri d'incidents techniques de la plateforme, donc vraiment, on vous demande d'être absolument vigilant sur cette date et d'anticiper au mieux votre dépôt. Et donc, après confirmation de l'envoi de l'attestation d'engagement, le signataire reçoit une notification par mail d'invitation à signer électroniquement l'attestation d'engagement. Et c'est qu'après cette signature électronique que la demande nous est transmise et passe au statut déposé. Concernant le calendrier, donc c'est un calendrier prévisionnel. Donc le dépôt de la demande se fait avant le 19 mai 23h59. Ensuite, nous, côté OI et nos prestataires, on commence les instructions donc entre 3 à 6 mois en fonction du nombre de candidatures. Ensuite, on prévoit un comité de programmation au 3e trimestre 2025. Suite à ça, on va vous faire parvenir les notifications. Donc, soit en cas d'avis favorable, les notifications de programmation, soit en cas d'avis défavorable, les notifications de rejet de la candidature. Ensuite, donc, dans la foulée, on fera le conventionnement donc, qui donnera le droit au versement de l'avance de 20%. Et ensuite, de votre côté, ce sera la réalisation du projet avec possiblement une visite sur place, sachant que nous, on échantillonne 10% des opérations programmées. Et ensuite, donc, selon les dates un peu des bilans qui ont été conventionnés, vous allez devoir déposer votre bilan d'exécution qui donnera lieu à un contrôle de service fait et chaque contrôle de service fait donne lieu à un paiement. Donc, que ce soit un paiement, un acompte en cas d'un bilan intermédiaire ou le solde en cas d'un bilan final. Aussi également un petit rappel que de nouveaux appels à projets seront publiés par la VISE ou ont déjà été publiés comme c'est le cas pour le premier. Donc on a un appel à projet innovation centralisée qui a été lancé le 6 février, qu'on est en train d'instruire actuellement. Et on en a un autre, donc changement d'échelle des entreprises de l'ESS, qui est toujours prévu au 2e trimestre 2025. Voilà, on est toujours encore dans l'attente de certains éléments de la DGFP. Et du coup, cet appel à projet visera à soutenir financièrement les actions nationales liées au changement d'échelle dans de nouvelles régions par des entreprises de l'ESS, dont le cœur d'activité repose sur le déploiement d'un projet à impact social sur plusieurs thématiques précises, donc qui seront spécifiées dans l'appel à projet au moment de sa parution. Donc, pour toutes les questions générales liées à cet appel à projet, on a mis en place une permanence à la VISE. Donc, pour toute question, on vous demande de vous adresser à l'adresse email contact@avis.org ou par téléphone, donc au 01 53 25 02 25, en indiquant votre adresse mail et votre numéro. Donc, la VISE répondra aux sollicitations et pourra vous proposer un rapide temps d'échange. Vous allez avoir tout un tas d'informations et de ressources sur le FSE+, sur notre site internet. Enfin, comme Mickaël vous le disait en début de webinaire, vous avez le replay du webinaire de présentation donc, du coup, de l'appel à projet sur la page YouTube de la VISE. Également plusieurs guides pratiques, donc comment fonctionne le FSE+, et s'engager dans une démarche d'innovation.
Euh, voilà, je ne sais pas si on a oublié des éléments ou s'il y a des questions, car je ne les ai pas. Non, non, on est en train d'arriver vers la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va aussi regarder ça de notre côté, je pense qu'il y en a. Il y a une question donc, de Pierre Desmortières. Bonjour, si les personnes qui ont travaillé sur le projet ne sont pas encore recrutées, faut-il fournir le contrat de travail? Alors non. Dans ces cas-là, en fait, pour les personnes à recruter, vous allez fournir peut-être une fiche de poste ou voilà, quelque chose un peu qui précise au moins les missions pour qu'on puisse instruire un peu le poste et voir du coup s'il nous paraît pertinent pour les dépenses éligibles du projet. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, pas de questions, donc on va laisser quand même ouvert le module des questions-réponses encore 2-3 minutes. Donc, si besoin, à la suite de ce webinaire, donc là, on vous enverra après ce webinaire la documentation ainsi que des modèles de lettres de mission et de pièces justificatives qui seront donc transmis à tous les participants de ce webinaire ainsi que de celui du début du mois d'avril. Donc, si besoin, vous pouvez à nouveau regarder le webinaire précédent. Si jamais vous avez donc des questions à l'issue dans le cadre de votre projet, vous pouvez nous contacter. Je mets à nouveau une alerte sur la date limite de dépôt au 19 mai qui arrive bientôt, sachant qu'en plus il y a les ponts et, Oui. euh, et qu'on ne pourra pas répondre le 19 mai à 22 heures sur certaines questions. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à revenir rapidement vers nous. Et je pense qu'il y a une question en plus. Excusez-moi, j'ai commencé le webinaire avec un peu de retard. Le projet peut être mis en place au national. C'est même une des conditions Oui. d'appel à projet. On est sur un appel à projet qui vise à soutenir des programmes d'accompagnement nationaux. Voilà, si vous avez manqué Là, c'est le deuxième webinaire, plus sur les aspects techniques du FSE, mais si vous avez des questions par rapport à la compréhension globale de l'appel à projet, sa philosophie, n'hésitez pas à regarder, à consulter le replay du premier webinaire qui dure 1 heure et qui était consacré à ça. Il y a eu pas mal de questions-réponses déjà sur ce sujet. Je pense qu'après, il y a une question pour toi encore, Mickaël. Alors, concernant le plan de financement, si on prévoit une phase de conception et une phase de déploiement, quelle marge de manœuvre on a pour dimensionner la phase de déploiement au stade de la réponse de l'appel à projet? Euh, Alors, j'essaie d'extrapoler par rapport à ce que vous entendez sur la marge de manœuvre. Est-ce que vous entendez d'un point de vue, je vais répondre et vous préciser votre question. J'imagine que vous entendez d'un point de vue financier. Donc, effectivement, ce serait un peu dommage si l'appel à projet concerne uniquement de la conception et qu'il n'y ait pas de déploiement, puisque l'idée, c'est qu'in fine, il y ait bien de l'accompagnement de projets. Et donc, voilà, c'est pas du tout illogique. Au contraire, qu'il y a à la fois des dépenses liées à la conception, si c'est votre cas, et au déploiement. Maintenant, sur les marges de manœuvre, c'est-à-dire le pourcentage, les ratios, nous, on n'a pas d'attente en particulier, on n'a pas des ratios sur la partie conception par rapport à la mise en place. Par contre, on va regarder si ça semble pertinent et aussi à vous d'amener les éléments par rapport à votre thématique d'activité, puisqu'on est sur un appel à projet qui vise à soutenir les thématiques. Donc, il peut y avoir des différences d'un secteur à l'autre. Et donc, voilà, c'est vous qui avez l'expertise sur votre thématique d'activité. Donc, on vous demande de documenter ça. Par contre, effectivement, si vous êtes 90% des dépenses sur, je fais exprès de faire caricatural, sur la partie conception pour un programme qui va peser 10% des dépenses, alors soit c'est expliqué par A plus B parce que la thématique, parce que un cycle de conception très long par rapport à vos thématiques, parce que d'autres financements ou que sais-je, mais voilà, forcément ça alerte côté instructeur et donc on va regarder ça avec précision. Par contre, on n'a pas de ratio en tête, il faut que ce soit 50-50 ou 40-60. Ça, c'est à vous d'amener ces éléments-là et nous, on les instruira, on regardera la pertinence et la cohérence globale du programme, mais on n'a pas de ratio préalable en tête.
Alors, je vois que vous avez précisé votre question. Oui, c'est bien au niveau financier, mais avant la conception, on ne dimensionne pas complètement la phase de déploiement. Oui, je comprends. Je comprends un peu mieux. En fait, votre réflexion, c'est de dire que la phase de déploiement va dépendre du résultat de la phase de conception. C'est inhérent forcément à toute conception. Là, ce qu'on va, pour voilà, aller un peu plus loin par rapport à ce que je viens de dire, nous, ce qu'on va évaluer, c'est la méthodologie de conception. Si vous écrivez, on compte concevoir et puis on verra ce qu'on déploie, c'est un peu léger. Si par contre, vous avez déjà de l'expérience, de l'expertise sur la conception, déploiement de programme ou que vous avez une stratégie qui est claire par rapport à ça et que vous mettez des hypothèses sur la base sur la table pour la partie déploiement, mais que c'est à voir en cours de route en fonction de la méthodologie que vous avez déployée pour la phase de conception. Ça, c'est des éléments qui rassurent. Mais encore une fois, on va mesurer le sérieux, la rigueur, la méthode. Et c'est OK, c'est entendable que si vous avez une phase de conception qui est importante, inhérente avant la phase de déploiement, vous n'ayez pas 100% des hypothèses validées pour la phase de déploiement. Par contre, on vous demande quand même d'arriver avec voilà, des hypothèses à confirmer, infirmer sur la phase de conception pour savoir quand même à quoi peut ressembler le programme national d'accompagnement que vous comptez déployer, puisque c'est quand même l'essence même de cet appel à projet. C'est pas de financer que la conception, mais bien le déploiement, in fine, d'un programme national d'accompagnement. Donc voilà, des hypothèses bien étayées seront fortement appréciées pour instruire tout simplement et valider le sérieux potentiel de votre programme. Ok. Si on continue, on a une autre question. La structure tête de réseau qui porte le changement d'échelle et l'essaimage porte un budget total inférieur à 400 000 euros. Elle détient néanmoins juridiquement les autres structures juridiques, antennes qui vont créer sur le territoire national et pour lesquelles le budget sera supérieur à 400 000 euros. Ma tête de réseau est donc-elle éligible? Je me tourne vers vous sur les aspects montage financier d'un groupe, en fait, hein, on est là-dessus. Mhm. Donc, ce que je comprends, donc à titre, on va dire, je prends la casquette de contrôleur FSE, donc le budget plancher de FSE sollicité, c'est 200 000 euros. Et donc, le coût total éligible, 400 000. Donc, si votre projet est en dessous, il ne pourra pas être retenu dans tous les cas. Néanmoins, pour l'articulation de votre plan de financement, sans connaître en détail votre structure, donc vous pouvez soit faire la mise à disposition entre vos antennes et votre tête de réseau, c'est une possibilité, ou soit voir en fonction des temps affectés au projet des salariés de votre tête de réseau, si ça peut aussi rentrer dans cette enveloppe budgétaire. C'est vraiment à vous de voir, mais c'est les deux principales options qui sont sur la table. Ouais, peut-être j'ai pris le temps de réfléchir un peu plus à votre question. Les deux éléments là qui me viennent en tête, le premier, c'est que là, vous parlez d'un budget annuel alors que l'appel à projet il est sur du pluriannuel. Donc ça, c'est Mm. important de Mm. l'avoir en tête dans vos calculs. Et par contre, peut-être, je ne connais pas votre dossier, hein, mais le point de vigilance que je vois par rapport à la manière dont vous avez rédigé votre question, c'est que vous avez compris hein, qu'on a deux appels à projet. On a celui-ci pour financer des programmes d'accompagnement, bon, donc pour financer des accompagnateurs qui vont accompagner des structures qui changent d'échelle, là où vous dites que vous-même, vous êtes en changement d'échelle en tant que tête de réseau. Et on a un autre appel à projet qui vise à financer du changement d'échelle. Donc, si vous, votre objet, c'est de financer votre propre changement d'échelle, je ne suis pas sûr, enfin là, je vous laisse juger par rapport à ce qu'on a dit, mais, attention à ce point de vigilance parce que nous, voilà, c'est pour ça qu'on a fait deux appels à projet, c'est pour cibler ceux qui changent d'échelle et de l'autre côté, ceux qui accompagnent ceux qui changent d'échelle. Voilà. On va encore prendre une ou deux questions si jamais il y en a, mais sinon on terminera ce webinaire un petit peu en avance. Il y a une autre question sur le chat, oui. Est-ce que l'accompagnement de changement d'échelle des clubs sportifs, par exemple, peut être pris en compte?
Alors, la réponse va être oui, mais c'est difficile de répondre de but en blanc sans avoir le détail du dossier. Là, si jamais il y a besoin, on peut nous contacter pour qu'on en discute un peu plus. Mais voilà, je vous invite à bien regarder l'appel à projet webinaire. Il faut que ce soit des entreprises de l'ESS donc qui sont accompagnées. Donc, il faut que les clubs sportifs soient bien d'utilité. Voilà, répondre aux questions. Aux trois piliers de l'ESS, utilité sociale, partage du pouvoir, partage de la richesse. Et du coup, l'autre point, c'est qu'il faut que ce soit des structures employeuses aussi. Voilà, donc si c'est des clubs sportifs avec que des bénévoles, non. Et si les deux conditions sont réunies, qu'il y a bien une utilité sociale, un projet social, et que c'est des structures employeuses. Et troisième condition, qu'on est bien sur des clubs sportifs qui cherchent à se déployer, à s'aimer, à changer d'échelle. Dans ce cas-là, ça me semble éligible. Mais vous voyez qu'il y a bien les trois conditions auxquelles il faut répondre et que c'est pas l'une sans l'autre. Ouais, super. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ce webinaire. Donc, bon, à nouveau, si à l'issue de ce dernier, vous en avez encore, on est toujours disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans le cadre de votre demande. Et sinon, on vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et peut-être à très bientôt dans le cadre des instructions des dossiers FSE+. Au Bonne revoir. journée, Merci bon Bonne beaucoup, journée. courage. bonne journée. Au Au revoir. revoir.